Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel sur l'intégration d'un dashboard. Dans la première partie de ce tutoriel, nous avons vu comment intégrer un dashboard de manière générale. Ici, dans la deuxième partie, nous allons voir comment rendre cette interface responsive. Alors, le responsive, c'est quoi? C'est le fait d'optimiser un site pour le rendre parfaitement utilisable sur différentes tailles d'écran. Exemple, les tablettes ou les smartphones. Voilà donc ce que nous allons apprendre à réaliser. L'interface va s'adapter ici sur deux niveaux. Donc on va réduire un petit peu. Et voilà. Donc un premier niveau qui est en dessous de 1024 pixels où nous allons réduire la navigation qui est ici sur la gauche pour gagner de la place sur le contenu. Nous allons également optimiser le header avec soit l'historique de navigation qui est ici, soit la recherche. Donc si nous cliquons sur la loupe, nous passons à la recherche. Si nous voulons revenir sur l'historique, nous cliquons sur la croix. Et enfin, un deuxième niveau, en dessous de 768 pixels. Ici, la navigation ne sera plus visible pour laisser toute la place au contenu. Donc on réduit, et voilà. Donc là, on se retrouve avec un menu qui est caché, mais disponible par un bouton hamburger. Donc pour y accéder, il faudra cliquer sur le hamburger, et nous verrons que le menu s'affiche sur toute la taille de l'écran. Nous allons devoir faire de même pour le menu de gestion de son compte, qui ici s'affichera sur toute la page. Pour ce tutoriel, nous allons principalement utiliser le CSS avec les Media Query, mais aussi le JavaScript. Avant de démarrer ce tutoriel, je tiens à préciser qu'il a été réalisé pour les débutants. Le but est de comprendre comment l'HTML et le CSS fonctionnent pour une intégration. C'est pourquoi je ne vais pas chercher ici à utiliser des technologies avancées comme les préprocesseurs ou encore parler de maintenabilité du code. Enfin, tout au long du tutoriel, je vais revenir sur certaines erreurs d'inattention. Et je vais aussi vous expliquer le principe des classes et des ID. Donc ici, nous allons commencer. J'ai repris ici le code de la fin de la première partie du tutoriel. Avant de commencer le responsive de notre site, nous allons intégrer le contenu de notre page, puisque la dernière fois, il n'a pas été intégré. Donc dans notre CSS, nous allons commencer. Donc, il avait la classe content. On va lui dire qu'il prend une position qui est absolue. Ensuite, on va lui dire qu'il doit être fixé à 70 pixels de haut pour arriver juste en dessous de la barre du haut. Sur la droite, il va être fixé à 0. Sur la gauche, il va être fixé à 230 pixels. 230 pixels pourquoi? Pour qu'il vienne bien à côté de notre navigation. On va le fixer également sur le bas à 30 pixels. Donc là pour qu'il vienne au-dessus du footer. Donc ici dans le content, on va y mettre un contenu. Donc là je vais importer un texte, donc un lorem ipsum, avec de nombreux paragraphes. Et je vais aller voir ce que ça donne. Là on peut voir que notre contenu est bien positionné. Cependant on va lui mettre des marges. Donc on va dire qu'à l'intérieur, il va prendre une marge de 30 pixels. Maintenant, on va espacer un peu nos paragraphes. Donc on va dire que les paragraphes dans le contenu vont prendre une marge extérieure de 10 pixels sur le haut et sur le bas et 0 sur les côtés. On va augmenter à 30 pixels. Donc là c'est bon. Cependant on peut voir que on a un petit problème au niveau du scroll. Il n'y a aucun scroll qui apparaît sur la page. Donc là on va mettre overflow auto. Et donc là notre contenu ici maintenant est bien intégré. Nous allons donc pouvoir commencer le responsive par importer un nouveau CSS. Donc ici on va créer un nouveau CSS qu'on va appeler responsive.css. On va aller dans le fichier, on va aller dans CSS et on va créer le nouveau fichier. On l'enregistre. Donc pour la partie responsive, on va utiliser ici les Media Query. Donc pour ce faire, on fait Media, on ouvre une parenthèse et on passe une propriété. Donc ici, nous allons passer comme propriété max width et on va mettre 1024 pixels. Donc là, toutes les règles
CSS que nous allons mettre à l'intérieur seront utilisés seulement quand l'écran est inférieur à 1024 pixels. Ici, on veut que notre menu soit rétréci en dessous de 1024 pixels. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il doit passer sur une petite bande. On va prendre le point nav. Donc le menu, il est dans la classe nav. Et on va dire qu'il prend une nouvelle taille de 60 pixels. On va regarder ici et on va réduire notre fenêtre. Donc là, on peut voir que en dessous de 1024 pixels, notre menu a bien été réduit. Bon, pour l'instant, c'est tout à fait moche, mais il a bien été réduit. Par contre, le contenu, lui, est resté sur du 230 pixels. Donc tout de suite, nous allons changer la position left pour la passer à 60 pixels. Voilà, là le contenu s'adapte bien. Maintenant, nous allons changer pour le logo. Donc il est dans une classe logo. Donc nous allons dire que le point logo passe à 60 pixels également. Point logo P, donc le paragraphe, display none. Donc là, on va cacher le texte. Le texte qui est ici, donc dans la balise P, learnDev, il va être caché. Maintenant, nous allons faire une petite modification au niveau de notre navigation. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons supprimer les ID. Ici, nous allons utiliser des ID, mais un ID doit être unique. Une classe peut être répétée, un ID, non. Ici, nous allons supprimer les icônes, puisque l'ID était répétitif, donc c'était une erreur de ma part. Et pareil pour le subcontent. Pour ce changement, nous allons devoir apporter des modifications à notre CSS. Nous allons passer l'ID qui était ici en classe, et ici, pareil, nous allons enlever les ID pour des classes. On enregistre et on va aller voir si ça fonctionne toujours. Maintenant, à l'intérieur de nos liens, nous allons passer les textes dans des spans. Voilà. Donc en fait ici, j'ai souhaité passer nos textes dans des spans pour pouvoir les supprimer, donc les masquer au moment du responsive. Donc je m'explique. Ici, quand nous réduisons la taille de notre écran, on peut voir que le texte reste affiché et que ça provoque des problèmes d'intégration. Donc là, dans notre CSS, nous allons simplement faire .nav span display none. Voilà, donc là c'est déjà plus propre, mais il reste tout de même des erreurs. Donc en fait il reste des erreurs, c'est parce que anciennement nous avons des marges, donc nous allons devoir modifier ça. Ici nous allons devoir modifier la marge des menus et des sous-menus, donc pour la classe menu et submenu. Donc nav .submenu A et nav.menu A. Là, au niveau du padding, donc le padding left va passer à 0. Et nous allons simplement aligner le texte et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, donc là tout rentre sur une ligne. Ici nous avons bien notre sous-menu et notre menu qui sont correctement affichés. Maintenant le but, ça va être que lorsqu'on clique sur nos menus, ici nos menus déroulants, justement ce ne soit plus des menus déroulants, mais que ça s'affiche sur le côté par-dessus le content. Pour éviter justement ici le manque de visibilité. Donc pour ce faire, nous allons toujours utiliser les media query. Sauf qu'ici, nous allons dire que le comportement du media query, il doit avoir lieu entre deux tailles. Donc seulement entre les écrans dont la largeur est entre 1024 et 768 pixels. Donc on va faire max width 1024 pixels. Donc pour la taille, maximum de 1024 pixels.
et la taille minimum de 768 pixels. Là, on va styliser donc les subcontent. Donc cette classe qui est ici. On va faire .sub content. On va leur changer la position en absolute. On va leur dire qu'ils doivent être décalés à 60 pixels sur la droite et on va déjà les regarder. Nous voyons qu'ils se mettent bien sur le côté mais que ce n'est pas propre. Donc là, on va leur donner une taille supérieure à 60 pixels. Donc on va dire qu'ils doivent faire 200 pixels de largeur. On enregistre, on va regarder ce que ça donne. La largeur est pas mal, mais on voit qu'il s'affiche en dessous de la position où il devrait être. Donc on va devoir leur mettre une marge négative. Donc ici on va mettre un margin top de moins 40 pixels pour les faire remonter. Voilà. Là on voit qu'il s'affiche quasiment à côté, mais qu'il y a encore une petite marge. Donc on va augmenter à 43. On essaye. Et là on voit que c'est parfait, nos menus s'affichent parfaitement au bon endroit. Donc là c'est bien, mais on voit que les textes se chevauchent. Donc ici, le content, si vous vous souvenez bien, ici on l'avait mis en z-index 1. Donc ici on va devoir lui spécifier, comme il est également en position absolue, que le z-index va être supérieur. Donc z-index 2. Ainsi, il va passer au-dessus du contenu. Voilà. Donc là, on est déjà bon pour notre menu qui est situé sur la gauche. Ici, nous allons maintenant nous occuper de la partie haute de notre navigation. Donc nous allons devoir cacher notre zone de recherche pour laisser place à notre historique de navigation. Donc pour que quand on réduit, on continue de garder une cohérence et que le design ne se casse pas. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser du JavaScript et ajouter des ID dans notre index. Nous allons ajouter un premier ID pour notre champ de recherche. Ensuite, nous allons devoir ajouter un ID sur notre bouton. Donc on va appeler Search Responsive et on va styliser déjà un peu tout ça. Donc là, d'entrée, on va dire que quand le design est entre 1024 et 768 pixels, le champ de recherche ne sera plus affiché. Donc search input display none. On va les regarder, voilà. Donc là on voit que notre champ n'est plus affiché. Maintenant on va s'attaquer au breadcrumbs, donc à l'historique de navigation. Ici on va lui dire qu'il prend une taille automatique, puisqu'avant nous étions sur des tailles en pourcentage. Et pareil pour la zone search form. On va regarder ce que ça donne. Donc là tout est bien collé, mais ce n'est plus bien aligné sur la droite. Donc là pour ce faire, on va ajouter un point header content text align white et un padding white de 20 pixels. Donc sauf que ici on peut voir que le padding white n'a pas été pris. On met le tiret, on enregistre et voilà. Donc là notre menu techniquement il ressemble parfaitement à ce qu'on souhaite. Cependant si je veux rechercher, ça ne va pas fonctionner. Donc ici je vais forcément devoir passer par du JavaScript et je vais créer une première fonction que je vais appeler responsive, à l'intérieur de laquelle je vais dire si la taille de l'écran est inférieure à 1024 pixels. Donc pour ce faire, on fait jQuery, on ouvre une parenthèse, on précise que c'est sur l'écran, donc sur la fenêtre, et la largeur doit être inférieure à 1024. Et à partir de maintenant, on va utiliser les ID que nous avons ajoutés tout à l'heure. Donc là, on va ouvrir. Allez, on commence. On va dire que quand il y a un clic sur Search Responsive, eh bien, on va devoir changer les affichages. Donc, document.on click
Donc le clic sur Search Responsive, virgule, on ouvre notre fonction, et là on va dire ce que le code doit exécuter. Donc ce qu'il va devoir exécuter, c'est que sur Search Input, on va y ajouter une classe. Donc Search Input point add class responsive. Là, on va dire que le breadcrumb doit être caché. Donc avec un id, avec une classe id. Donc ici on va actualiser, mais d'abord on va aller ajouter la classe, l'id breadcrumb, parce qu'ici il n'y en a pas. Donc ici je pourrais travailler depuis mon JavaScript avec les classes, mais il est plus pratique de garder les classes pour la stylisation avec notre CSS et de garder les ID pour notre JavaScript. Ici maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler directement notre fonction. Donc là on va cliquer. Alors voilà, on voit que l'historique disparaît bien, mais que notre champ de recherche lui ne s'affiche pas. Donc ça c'est normal. En fait on va devoir styliser ça avec la classe responsive. Alors ici notre code, on va le modifier légèrement. Ce qu'on a mis ici, donc les trois classes ici, on va les passer dans le Media Query de maximum 1024. Ce comportement doit avoir lieu sur toutes les tailles inférieures à 1024 et pas seulement sur les tailles entre 1024 et 768 pixels. Voilà. Et là, on va dire que pour search input.responsive, on va passer le display en initial. Donc en fait, ici, quand dans notre formulaire, le champ de recherche n'a pas la classe responsive, il sera masqué. Par contre, quand il prend la classe responsive, on va le réafficher. Et c'est le JavaScript qui donne cette classe responsive au moment du clic. Donc là, pour la taille, on va lui mettre en width auto. Voilà. Et là, notre champ apparaît bien. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir revenir à notre historique de navigation si on voulait. Donc on va rajouter un icône ici avec une petite croix. Donc là, on va ajouter le même bouton qu'on avait ici. Sauf que il va prendre une classe search close. Et on va lui changer l'icône par un... On va faire pareil que pour le champ de recherche. On va aller dans notre JavaScript et on va rajouter une petite ligne. Donc on va faire pareil que ici. Et à la place de search input, on va mettre search close. Donc là, on va lui dire que le search close ne doit pas apparaître sur le design en lui-même, peu importe la taille. Donc on va aller dans app css, on va mettre point search close avec un display anon. Et là on a oublié d'y ajouter une classe dessus, on a mis qu'un ID. Donc classe search close. Et dans le CSS responsive, pareil que pour le bouton, pareil que pour le input, on va faire search. Quand on aura cliqué, le bouton devra s'afficher. On va essayer, on clique et là on voit bien que le bouton s'affiche. Donc maintenant, on va vouloir que quand on clique sur le bouton, on revient à notre historique de navigation. Donc on va copier ce qu'on a fait ici. Et ça va être quasiment le même système. Donc search close. Pour search input, on va remove la classe responsive. On va remove la classe hide. Et on va remove la classe responsive pour le search close. On va essayer tout de suite.
Donc là, j'ai oublié un S. Voilà. Donc là, notre comportement, il est exactement sur ce qu'on voulait. On va maintenant s'occuper du footer. Et on va dire que .footer .compagnie, on ne l'affiche plus. Donc le point compagnie, en fait, ça va être ici. Le learnDev que nous avons ici. Donc lui, on ne va plus l'afficher. Et on va demander à ce que nos liens soient affichés en display block, puisqu'avant ils étaient en inline block, et qu'ils soient alignés sur le milieu, qu'ils soient centrés. On enregistre. Voilà. Donc là, on a notre premier comportement qui est comme on le souhaitait. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui va être d'adapter notre dashboard pour les écrans inférieurs à 768 pixels, donc principalement les smartphones. On va copier le média ici. On va dire que pour les écrans maximum, d'une taille maximale de 768 pixels, donc là principalement on va déjà ajouter notre menu hamburger. Donc div class nav button responsive. L'ID va s'appeler exactement pareil, donc nav button responsive. Donc ça, bien sûr, on le met au-dessus de notre navigation. À l'intérieur, on va y mettre un icône. Donc on va y mettre l'icône navicon round. On va dire que sur le dashboard en général, ce ne sera pas visible. Donc .nav button responsive. Donc là on est dans notre CSS, dans le app CSS et non dans le responsive. Là ça va être pour toute l'application. Donc display none. Maintenant on va le styliser pour notre media query inférieur à 768 pixels. Donc c'est parti. On va dire que .nav button responsive, il va être en position absolute. Il va être affiché à 70 pixels de haut, 0 sur les côtés. Il va falloir lui donner un Z index à 3 pour qu'il soit supérieur au contenu et qu'il s'affiche au-dessus du contenu. On va changer le curseur, donc cursor pointer, pour que ça fasse un effet cliquable. On va lui mettre un background de la même couleur que notre menu. Il sera visible, donc display block. La couleur du texte, elle va être blanche. Le texte sera aligné au centre. La hauteur sera de 40 pixels. On veut que ce soit centré horizontalement et verticalement. Donc, line 8. 40 pixels. On enregistre, on va regarder ce que ça donne. Donc là, on va réduire pour passer à 768 pixels. Donc là, c'est bon. On voit qu'il s'affiche bien. Par contre, je me suis trompé sur ma couleur. C'est 27, 29, 30. On enregistre. Par contre, notre menu, qui est ici, quand il sera ouvert, il devrait être en dessous, par-dessus du content. Donc ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite. Donc, .nav, on va lui dire que sur la hauteur, il doit être à 110 pixels. 110 pixels, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ici, notre header fait 70 pixels et ici, notre bouton fait 40 pixels. Comme on veut que le menu vienne juste en dessous, on y met 110 pixels. 0 sur les côtés, 0 sur l'autre côté. On veut qu'il vienne jusqu'en bas, donc bottom 0. Il va prendre une taille automatique et un Z index à 4.
Voilà. Donc là, notre menu s'affiche correctement. Par contre, les textes ne s'affichent plus. Donc ce qu'on souhaite, c'est réafficher nos textes qui étaient dans un span. Donc nav.span display block. C'est pas .span puisque c'est pas une classe. Et on va pas les mettre en display block mais en display initial. Donc là notre menu ressemble à ce que l'on souhaiterait à l'appui sur ce bouton. Donc là par contre il est tout le temps visible. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps le cacher. Donc pour le cacher, on va passer par le jQuery. On va ajouter ici une nouvelle condition. On va y mettre la largeur à 768. Et on va simplement dire que l'id nav va prendre une classe. Et notre classe, pour cacher, ça va être celle-ci. On enregistre, on regarde, et là le menu n'apparaît plus. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'au clic sur ce menu hamburger, le menu se déroule. Donc pour faire ça, on va ajouter ici un nouveau onClick sur ce menu hamburger. On va dire que sur nav, on va faire un toggle class. Donc ajoute id s'il n'y est pas ou supprime-le s'il y est au moment du clic. Et bien sûr, inversement, on va le faire avec show. Et on va pas oublier ici de modifier le clic qui doit être sur nav button responsive. Donc là notre menu s'affiche correctement quand nous cliquons sur notre bouton hamburger. On va continuer un peu avec le CSS et on va adapter le content qui ici a gardé l'espacement de l'ancienne barre de navigation. Donc dans responsive, max width 768 pixels, on va y ajouter la classe content. Au top, elle va prendre 110 pixels pour s'afficher en dessous de notre barre de navigation. Left, ce sera à 0 et white, ça reste à 0. Et bon. Et sur le bottom, elle va passer à 0. Pourquoi elle va passer à 0? On va ici supprimer le footer sur cette taille d'écran qui va nous prendre la place pour rien. On regarde. Donc là c'est correct. Ça s'adapte parfaitement. Maintenant on va continuer un peu. Ici l'historique de navigation, l'écran sera trop petit pour l'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Il ne sera plus accessible. Donc de la même façon, breadcrumb display. Maintenant c'est le formulaire qui s'affiche et lui on va également le supprimer. Display none. On garde seulement notre menu de navigation. Alors notre menu de navigation il n'est pas pratique. Déjà il passe en dessous de tout et en plus il va pas être pratique sur un smartphone. Donc on va également devoir l'adapter. Donc il avait la classe top menu, mais il était déjà en position absolue. Donc on va y faire un top 70 pixels, un white à 0, un left à 0. On veut qu'il vienne jusqu'en bas également. On va enlever les borders radius. Il va prendre 100% de la largeur. Le texte sera affiché au centre. Et le background sera le même que tout à l'heure. Donc 27, 29, 30. Et bien sûr, le z-index pour qu'il soit affiché au-dessus de tout. On enregistre, on regarde, on actualise, on clique et là notre menu s'affiche parfaitement où on le souhaite. Et donc là on pourrait penser que c'est bon, c'est fini, c'est parfaitement adapté. Par contre, on va se rendre compte que si on augmente la taille, notre menu ne revient pas. Donc ça, c'est problématique. Pour pallier ça, on va demander à ce que la fonction responsive soit appelée quand il y a un resize sur notre fenêtre. Donc pour faire, on fait window et on dit que quand
il y a un resize appelé responsive. Et on va ajouter deux petites lignes à notre fonction responsive qui vont être de dire que la navigation, elle doit supprimer toutes les classes existantes comme remove class, comme id et show. Donc en fait ici on réinitialise tout et ce sera à la classe responsive de redéterminer s'il faut ajouter ou non des classes. Mais nous, avant ça, on les supprime pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On va aller voir, on a actuel. Donc là, on peut voir que quand on augmente sur la taille, tout réapparaît correctement. Quand on descend, ça marche. Et quand on remonte, ça marche. Voilà. Donc là, techniquement, notre dashboard est responsive. Par contre, on va voir qu'il est responsive sur notre navigateur. On va voir que si on essaye avec l'utilitaire de Google pour tester notre responsive sur un écran de smartphone, on va voir que ça va pas marcher. Donc en fait, il y a une raison à ça, c'est qu'il faut ajouter une méta dans l'index.html pour que ça marche vraiment sur les smartphones et pas que sur les navigateurs. Et ça va être méta, et on va prendre en contenu width, device width, virgule, initial, scale, 1.0, virgule, maximum, scale, 1.0. Alors j'espère que je me suis pas trompé, j'enregistre, voilà. Et là, on voit que tout de suite, ça marche mieux, que le design s'adapte bien à la taille de l'écran. Donc là, si nous avons un iPhone 6, ça marcherait parfaitement. Si on prend la taille d'un iPad, on actualise, il a le bon comportement que l'on souhaitait. Donc voilà, ici, c'est la fin de notre tutoriel. Vous avez vu comment intégrer une maquette d'un dashboard et comment la rendre responsive. Donc maintenant, à vous d'adapter le code selon vos besoins, de l'améliorer forcément parce qu'il peut être largement amélioré. Ici c'était vraiment pour vous montrer le fonctionnement. Le code source de la vidéo et les PSD pour le responsive 1024 et 768 pixels seront disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.